Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. L'art graphique a la cote depuis plusieurs décennies, comme en témoignent les succès en librairie de la bande dessinée ou les succès d'affluence des grandes expositions. Mais qui dit gloire, qui dit succès, dit aussi débat, polémique, même si on peut considérer qu'au fond, les polémiques sont nées avec l'art moderne lui-même. Et c'est de ça dont nous allons parler, notamment ce soir, de l'art. Est-ce que l'art peut encore représenter le monde? Et nous allons le faire avec deux invités choisis. L'un est un amateur éclairé et l'autre est un professionnel consacré. Le professionnel consacré, c'est vous, Johan. Bonsoir, Johan Sor. Vous êtes une star de la bande dessinée et vous êtes un auteur prolixe, un polygraphe même, très talentueux et très original. Mais vous êtes un jeune cinquantenaire et vous avez publié déjà une centaine d'albums, réalisé 2 ou 3 films, presque autant, écrit presque autant de romans, et reçu toute une série de prix, dont quelques Césars. Et vous publiez La Synagogue, aux éditions d'Argo, qui raconte notamment votre jeunesse à Nice. Et vous ne pouvez pas publier un seul livre, c'est pas possible, donc vous en publiez un deuxième en même temps, La fin des catastrophes, chez d'Argo, qui est le recueil de vos dessins de presse dans Paris Match. On va revenir sur tout ça. Et l'amateur éclairé, c'est Guillaume Durand. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous les deux. Alors Guillaume aussi, vous êtes une star, une vedette, mais de la télévision et de la radio, journaliste, animateur, Europe 1, La 5, TF1, Canal, et puis maintenant vous êtes le matinalier et le patron de Radio Classique. Mais c'est pas du tout de ça dont on va parler avec vous. On va parler de votre amour de l'art, et notamment de l'art contemporain, parce que vous publiez Déjeunons sur l'herbe, aux éditions Bouquin, qui a d'ailleurs reçu le prix Renaudot de l'essai, et qui est une promenade tout sauf rébarbative dans votre passion pour l'art contemporain. Vous écrivez à saut et à gambade, comme dit Montaigne, des associations, des anecdotes, vous racontez la vie des peintres que vous aimez, notamment Manet, on va y revenir. Et puis à partir de là, vous tirez le fil et vous allez vers d'autres artistes que vous admirez aussi et qui admirent Manet. Mais vous parlez aussi de vous, de la maladie que vous avez traversée, et qui crée d'ailleurs une fraternité avec Manet, qui était rongé par la maladie. Exactement. Et puis, on va commencer par là, vous parlez de vos parents, parce que ce sont vos parents qui vous ont donné le virus, si j'ose dire. Vous les décrivez de manière très charmante, et notamment votre père, une espèce de dandy, d'esthète, désintéressé de l'argent, mais passionné de l'art. C'était l'après-guerre, hein. C'était l'après-guerre. Mais je me dis... L'après-guerre, il n'y avait pas d'argent. Et les gens qui s'intéressaient à l'art, ils ne parlaient pas du tout d'art contemporain, à l'art tout court, étaient une minorité totale. Et donc, par exemple, César, qui était le plus vieil étudiant des Beaux-Arts, comme mon père l'a exposé pour la première fois, c'était vraiment un voisinage du côté de la rue Mazarine. Il est descendu des Beaux-Arts, il est tombé sur papa. Ah, Dudu! Et l'aventure a commencé comme ça. Après, mon père est allé au Salon de Mai avec les premières compressions. Les gens ont poussé du hurlement. Et maintenant, vous avez des compressions de César au MoMA. Donc, c'est une aventure, en fait, qu'il a incarnée, mais qui n'a aucun rapport avec le monde de l'art d'aujourd'hui, parce que c'était des gens charmants. Charmants, mais tout de même... Charmant, très charmant, adorable, mais surplombante quand même pour vous. J'ai l'impression, je fais une hypothèse, c'est de la psychanalyse de salon, qu'il a fallu attendre que votre père disparaisse à 100 ans, presque l'âge de Soulage, pour que vous vous sentiez autorisé à écrire ce livre. Que vous ayez envie de l'écrire pour lui rendre hommage, mais que vous vous sentiez autorisé à le faire. Simple. Mon père meurt, je l'adorais, comme ma maman, que j'aime beaucoup, et si elle nous regarde, je la salue. Et moi, je me tape un cancer de la mâchoire... sans le voir venir du tout. Donc je me retrouve au bord de l'abîme, en fait. Et j'ai le sentiment de la dette, je souffre. Un chirurgien génial me donne des mois pour survivre. Et je me dis, cette dette, en dehors des livres que j'avais écrits avant, comme Yann, beaucoup moins nombreux, elle se doit d'être payée, parce que moi, je n'appartiens pas du tout à la catégorie respectable des gens qui détestent leur famille, tradition gide, ou même... C'est d'ailleurs un point commun avec Yann, on va revenir à ça, le rôle de votre père. Voilà, mes parents avaient plein de défauts, comme moi j'ai plein de défauts avec mes enfants, mais je trouve qu'il y a quelque chose que je trouve, non pas inacceptable, parce que c'est un jugement moral, mais esthétiquement, pas un chemin que je prendrais. Ça ne sert à rien de déglinguer ses parents pour essayer d'exister, si vous voulez. Et donc, quand il est mort, et quand moi j'ai vu arriver la mort au bout de la rue, je me suis dit, il est temps d'expliquer au plus grand public possible
ce que c'est que l'art moderne, je ne dis pas contemporain, puisque je dis que l'art contemporain n'existe pas, et la figure tutélaire de tout ça, c'est Édouard Manet, c'est l'homme qui a tout changé. Voilà, c'est le cœur, c'est le centre, c'est le point de départ, mais aussi le centre du livre. Ouais. Vous considérez que Manet, c'est celui... Oui, alors, j'allais le dire, avec d'autres, après Foucault et avant lui, après Bourdieu et avant eux, après Malraux, vous considérez que Manet est l'homme qui a fondé la possibilité, au fond, pour la peinture de quitter le chemin de la représentation. Il faut raconter un minimum les choses. Manet est un grand bourgeois qui fait un bras d'honneur à son père en lui disant « Je ne veux pas être comme toi, directeur du ministère de la Justice, je ne veux pas faire l'école navale, je veux être peintre. » Bon. C'est un grand bourgeois de gauche, disons pour l'époque, c'est-à-dire que... Républicain. Voilà, républicain, voilà, c'est le terme exact. Donc il a des convictions, mais il se considère comme un classique. Il va chez Thomas Couture, qui était le roi des pompiers ou des artistes de l'époque, comme Meissonnier et les autres, qui enseignait un art, disons, néoclassique. Donc il prend toutes les techniques pendant 6 ans que Thomas Couture enseignait, et après il dit bye bye l'époque. Comme disait Picasso, ce qu'il faut, c'est trouver la sortie. Et donc, le dessin préparatif pour les tableaux, on arrête. La perspective, on la met en jeu. Le noir et blanc que Newton avait écarté à l'époque, vous savez, quand il avait étudié les arcs-en-ciel, donc le plus grand scientifique de l'ère moderne, le noir et blanc qui va faire le triomphe du XXe siècle de Guernica en passant par Malevich et les autres, il faut le réintroduire massivement. Et Manet fait tout ça en même temps, plus la provocation, plus la tension sexuelle, plus l'ambiguïté de la sexualité. Parce que, par exemple, vous l'avez là, le livre, c'est quand même un livre où vous avez à la fois son beau-frère, la femme de Zola, et son frère... pour un tableau qui, avant de s'appeler Déjeuner sur l'herbe, s'est appelé la partie carrée. Avec la connotation sexuelle. Voilà. Johan, vous partagez la passion de Guillaume pour Manet, ou bien Cézanne, Degas, Monet, Courbet, pour prendre des contemporains, vous parlent autant que Manet? Enfin, ce que vous dites est parfaitement juste. Il y a une porte d'entrée dans la modernité, et il y a la question qu'on se pose aujourd'hui de la pertinence de l'art aujourd'hui par rapport aux autres médias, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire l'exposition la plus extraordinaire. Est-ce qu'elle sera marquante face au rouleau compresseur des réseaux sociaux, tout ça? Donc, moi, la question qui m'intéresse, c'est que peut faire un artiste aujourd'hui pour être audible et pour avoir la pertinence qu'il y avait, oui, dans ce grand réveil à l'époque de Manet. D'ailleurs, c'est un des éléments de Guillaume, parce qu'à partir de Manet, vous tirez le fil et vous décrivez un certain nombre d'artistes que vous aimez, Monory, Niki de Saint-Pal. J'aurais pu aller voir Johan. Hein. C'est-à-dire que il se trouve qu'à un moment... Ils ont un point commun aux artistes, sauf exception, ils sont quasiment tous figuratifs. C'est pas... Oui, enfin... Vous avez quand même une prédilection, une dilection. Oui, enfin, il y a des tableaux de Miro dans les choix que j'ai faits. Non, c'est-à-dire que j'étais malade, donc il a fallu que je m'arrête à un moment. Quand j'ai fait pour LVMH une collection d'entretiens avec les plus grands artistes vivants, il a fallu que je m'arrête. Et dans le livre aussi, il a fallu que je m'arrête. Mais il y a une chose qui résonnait, que ce soit chez Koons, Lavier, qui est complètement abstrait, ou d'autres, c'est qu'à chaque fois, il me parlait de Manet. Donc ce n'est qu'après que oui, il y a eu des gens qui venaient d'univers très différents. Il y a eu Ana Vasconcelos, elle vient du Portugal. Koons est américain, Robert Stongo est américain, Georges Condo est américain, Capour, il est anglais, Soulage, il est français. Et à chaque fois, dans la conversation, au bout de 5 minutes, il y avait Manet. Or, Manet, quand vous regardez sur Google, Johan parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, quand on demande aux gens quels sont les 10 plus grands peintres de l'histoire, il n'est jamais dans la liste des 10. C'est toujours Monet, Léonard de Vinci, même Frida Kahlo, etc., etc. Parce qu'il y a une sorte de discrétion chez ce personnage extravagant qui n'a fait que des tubes, puisque finalement, Le Déjeuner sur l'herbe, c'est aussi célèbre que Olympia, La femme au perroquet, Le Fils, etc. Mais en même temps, lui, c'est comme s'il avait disparu, quoi. Est-ce que vous comprenez tout de même, parce que vous faites l'éloge de peintres contemporains, est-ce que vous comprenez, et vous raillez les esprits forts qui vomissent l'art contemporain ou la peinture d'aujourd'hui? Moi, j'y crois. Enfin, l'art contemporain, vous demandez à Daniel Buren, il vous dira jamais. Non, mais disons, pour aller vite, Jeff Koons, vous raillez ceux qui se moquent de Jeff Koons, dont vous faites l'éloge. Mais est-ce que vous comprenez tout de même, Guillaume, qu'on puisse, je comprends tout. Qu'on puisse, même si vous dites que la provocation et la transgression fait partie intégrante
de toute l'histoire de l'art, mais est-ce que vous comprenez tout de même qu'on puisse considérer que, pour prendre des exemples canoniques, que coller une banane sur un mur ou recueillir ses excréments dans une boîte de conserve, c'est pas exactement la même chose que peindre l'Olympia de Manet ou pas? Comme je considère que l'art contemporain n'existe pas, sauf chez ceux qui le détestent, il n'y a aucun rapport entre des gens qui pratiquent un art dit conceptuel, d'autres qui font des monochromes, et des choses qui sont contemporaines. Il n'y a aucun rapport entre Soulages, qui meurt à 100 ans, et Camille Enrault, qui est jeune actuellement, ou d'autres artistes comme Claire Tabouret. Ils ne sont pas de la même génération. Johan, par exemple, il n'est pas de la même génération de Soulages, et pourtant, ce sont deux artistes, mais on ne peut pas les appeler les artistes contemporains. Johan n'est pas... J'ai un énorme respect pour son travail, je ne vais pas le traiter d'artiste contemporain et l'enfermer dans une boîte et dans une armoire. C'est lui, point. Donc c'est déjà un concept qui n'existe pas, qui était commode à l'époque, parce qu'on rangeait les gens de l'après-guerre. Et aux États-Unis, ça s'appelle post-war, ça ne s'appelle pas art contemporain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a, comme partout, les bons et les mauvais. Il y a des gens qui explorent des filières qui peuvent paraître... complexe ou du foutage de gueule, y compris pour Sampé qui a fait un dessin célèbre où on voit par exemple un musée où il y a un tas de charbon et des cajots par terre, plus des tableaux abstraits. Mais c'est son point de vue sur les choses. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ce point de vue repose... Tout est possible dans le domaine de la critique. Il ne faut pas que ce point de vue repose sur l'ignorance. Et si vous voulez, il y a quand même... par exemple, si vous prenez l'art minimal... je veux bien discuter avec qui que ce soit de la pertinence d'un artiste, mais considérer que Dan Flavin, que Sol Lewitt, etc. ne sont pas des artistes importants et que la Dea Foundation est un truc ridicule avec que des choses inaccessibles, c'est juste un manque de connaissance de ce que c'est cette histoire de l'art, d'Américains qui ont voulu, je fais simplement long une seconde, foutre en l'air la culture occidentale européenne qui les dominait. C'est-à-dire tout ce que Manet a construit. Prenez par exemple Barnett Newman, il était candidat anarchiste à la mairie de New York. Barnett Newman, les grands tableaux bleus avec les yeux au milieu. Lui, il a dit, nous, on ne peut pas. Alors là, c'était la révolte. C'est pas comme moi et Johan, qui est bon nos parents. Hein. On ne veut plus entendre parler de ça. Il va falloir qu'on invente quelque chose. Autrement, on sera toujours une espèce de... On sera le pays le plus puissant du monde, mais on sera toujours la colonie et infinie de l'art européen. Et nous, on n'en veut pas. C'est comme ça que sont nés Newman, Jackson Pollock et les autres. C'est-à-dire, ils ont dit « stop ». Et il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est délibéré qu'ils ont fait ce choix de l'abstraction, du dripping et de la colère, en fait. Déjeunons sur l'herbe, une promenade, je dois dire, assez enchantée dans l'amour de l'art et à travers lui, une promenade personnelle de Guillaume. On ne s'ennuie pas et on apprend beaucoup de choses. Johan, ça n'est pas l'observation des artistes, c'est vous êtes un artiste, vous observez le monde. Et donc, dans la synagogue que vous publiez chez Dargaud, vous racontez votre jeunesse à Nice, mais vous racontez aussi votre Covid. Et point commun avec Guillaume, la figure tutélaire de votre père est au centre, en tout cas, du début du récit. C'est un père auquel vous rendez hommage, au fond, par ce livre, mais qui a deux visages. D'un côté, il est pacifiste, intellectuellement, mais personnellement, il est belliqueux. Il est légaliste, c'est un avocat, mais dans la vie, il essaie de vous instruire à l'autodéfense permanente. Oui, il y a eu deux erreurs tragiques dans la vie de mon père. La première, c'est qu'il a cru à la justice, donc il a voulu devenir avocat. Et la deuxième, c'est qu'il a cru au mérite républicain, puisqu'il a grandi en Algérie dans la grande pauvreté, et il est devenu à Nice un très grand avocat avec son bateau, son Alfa Romeo. Donc fort de cette foi inébranlable, il faisait un peu peur. On parlerait aujourd'hui de masculinité toxique. Il y avait le pacifisme à la maison et dans la rue, quand quelqu'un l'embêtait, il lui tapait dessus. En même temps, c'était mon héros parce qu'il a fait mettre en prison des néo-nazis, c'était un avocat militant. Et moi, j'essayais de survivre à la virilité de mon père et à celle de deux anciens élèves de mon lycée assez encombrants, qui étaient Joseph Kessel et Romain Gary. Donc j'ai dû développer mes propres systèmes de défense. Mais on comprend en vous lisant Finkielkraut avait écrit Le Juif imaginaire, et vous, c'est l'antifasciste imaginaire. Parce que vous construisez un personnage de héros de la guerre antifasciste, mais il n'y a pas de fasciste. Et les rares que vous rencontrez sont sympathiques et que vous prenez de compassion pour eux. Ça, c'est terrible. En fait, j'aimais pas faire des prières. Je ne sais pas comment c'est dans les autres religions, mais en tout cas, chez les Juifs, c'est long. Et j'aimais pas la prière à la synagogue. Si je disais à mon père, j'y vais plus, il m'aurait déshérité, puis il était riche. En revanche,
j'ai trouvé le moyen de monter la garde devant la synagogue. C'était à la suite des attentats rue des Rosiers, rue Copernic. Et donc, entre l'âge de 16 et de 21 ans, j'ai fait partie des vigiles de la synagogue de Nice. Et c'était une bien piètre résistance, parce qu'à chaque fois qu'on rencontrait des néo-nazis, en fait, c'était pas des néo-nazis, c'était des petits bourgeois de Nice qui mettaient une croix gammée pour déplaire à leur papa. Mais enfin, c'était difficile de pas s'en faire des copains. Ils avaient un désarroi qui ressemblait beaucoup au mien. Donc, j'ai jamais réussi à me faire vraiment d'ennemis. Je le regrette un peu, ça aurait fait de moi le héros de quelque chose. C'est peut-être pour ça que je suis devenu dessinateur. Mais justement, sans poursuivre la psychanalyse de salon que j'avais entrepris avec Guillaume, on comprend quand même en vous lisant que vous n'êtes pas du tout le bagarreur que votre père aurait voulu que vous fussiez. Mais en revanche, vous avez perdu votre mère très jeune. Et c'est plutôt en fait du côté de ça que vous allez, parce que vous êtes rêveur, vous êtes imaginatif, vous êtes créatif. Et on sent qu'après avoir essayé vainement de ressembler à l'homme que votre père rêvait que vous soyez, vous êtes plutôt allé du côté de la tendresse, de l'imagination dans laquelle vous avez dû vous réfugier, j'imagine, enfant, compte tenu de la tristesse qui était la vôtre. Bien sûr, j'ai eu un contrepoids extraordinaire, c'est mon grand-père maternel, donc le père de ma maman, qui était un juif ukrainien, qui a été un grand résistant, naturalisé français par Malraux pour service rendu à la patrie, et qui, lui, détestait la religion, détestait la guerre, détestait la violence, parce que comme médecin militaire, il avait tiré sur les Allemands et il fallait les raccommoder le lendemain quand le front avançait. Donc lui, il m'a sauvé de mon père, parce que lui dès qu'il voyait un appel à la violence, pour lui, c'était insoutenable, et c'est lui qui m'a encouragé à devenir plus humain, peut-être. Je reviens un peu à la discussion qu'on avait avec Guillaume, parce que dans La fin des catastrophes, vous vous moquez un peu quand même dans un ou deux dessins de l'art contemporain. Vous avez fait les Beaux-Arts, et à la fin des Beaux-Arts, vous avez choisi non pas de faire de la peinture ou de la sculpture, mais de faire de la bande dessinée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, j'ai toujours voulu faire des bandes dessinées, et aux Beaux-Arts, il y a 30 ans, c'était mal vu. Aujourd'hui, je suis prof aux Beaux-Arts de Paris, et j'ai pu créer un atelier de bande dessinée. Donc non, je ne me moque pas, je subis certaines choses, j'en apprécie d'autres, et la question est ouverte de qu'est-ce qu'il faut faire comme art aujourd'hui pour être entendu. Donc j'ai pas de réponse définitive. Mais vous avez quand même fait une série sur Pasquin. Pasquin, oui. Pasquin, pardon. Oui. Ça, c'est ces peintres d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui sont arrivés en France dans les années 20. Pour moi, ce sont mes modèles parce qu'ils ont vu la France comme un lieu de création, de cosmopolitisme et d'invention. Et ils ont finalement rendu sa créativité et son honneur à notre pays. Donc... Et d'ailleurs, par les formes de votre dessin, par les couleurs, on sent que vous êtes rattaché à ce qu'on appelle l'école de Paris. Enfin, on voit que ça vous a inspiré comme artiste. Ah oui, pour le dessin d'après-nature, pour le fait de passer beaucoup de temps dans la rue et dessiner. D'ailleurs, dans les petits dessins que je fais dans Paris Match, j'arriverai jamais à la cheville de Sampé parce que lui avait une synthèse et une imagination. Moi, ce sont des choses observées. Donc moi, je vous offre mes petites promenades dans Paris. Je n'ai pas de très grandes idées, donc ça reste du dessin d'arpenteur. Guillaume, vous parlez très peu de bande dessinée. Je crois que vous en parlez un tout petit peu à propos de Lichtenstein, de ce peintre américain qui était influencé par les comics. Mais vous considérez que ce que fait Johann, c'est de l'art de plein exercice? Évidemment. Le problème, c'est que de la même manière que l'art... que vous qualifiez de contemporain peut-être critiquable, la bande dessinée n'y échappe pas non plus. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il y a les bons et il y a les mauvais, parce que ce serait sentencieux. Mais il y a des gens qui font effectivement une bande dessinée qui est à la fois du mauvais art et de la mauvaise littérature. Et il y en a qui, justement, arrivent à transcender le genre pour en faire quelque chose de passionnant. Donc, à aucun moment, je considère que c'est l'arrière-cour... de l'art, bien au contraire. Autrement, justement, des gens comme Lichtenstein et plein d'autres ne s'en seraient pas inspirés directement. Mais vous, inversement, Johann, vous ne vous contentez pas de la bande dessinée ou du dessin de presse. Vous avez aussi réalisé des films, vous avez écrit des romans. Bon, c'est parce qu'une fois encore, vous êtes débordé par votre imagination, vous avez un temps infini, vous dormez peu, je ne sais pas. Mais vous considérez que ce n'est pas une discipline suffisante pour exprimer le monde? Moi, ce qui me fascine, c'est le romanesque au sens large, avec les outils qu'on me donne. Donc, que ce soit avec des images ou avec des mots, j'ai une passion dramaturgique. En fait, moi, je me bats contre le scénario. Je suis l'avocat de la permanence tragique. J'essaye de retrouver. Finalement, dans la bande dessinée, il y a une théâtralité. On est dans quelque chose qui relève presque plus de l'oralité que du roman. Et même quand je fais des romans, même quand je fais des films, ce sont les enfants de mes bandes dessinées. Donc je suis plus dans une quête langagière que dans une recherche formelle, parce qu'il y a des dessinateurs tellement plus forts que moi. Et il y en a un qui s'est inspiré des bandes dessinées, c'est Philip Guston, qui est un immense peintre américain, qui a fait le détour par l'art abstrait, qui est revenu ensuite à une figuration presque à la Popeye. Robert Zongo aussi, qui est un dessinateur phénoménal. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un voisinage.
et un chemin entre ces disciplines et que chacun s'enrichit. Et d'ailleurs, ça commence, parce que le début de tout ça, c'est quand même l'apparition de la photographie. C'est au moment où la peinture va être confrontée à la photographie. La question, c'est justement de ne plus être dans l'imitation du réel et j'allais dire de sombrer dans le bon sens du terme, c'est ce que disait Johan à propos du romanesque, dans une sorte d'apocalypse des sentiments. C'est-à-dire que c'est là où est le rendez-vous. Et Manet, c'est ça, puisqu'on se rend compte qu'il y a à la fois du voyeurisme, un inceste, l'histoire de sa famille est invraisemblable. Et c'est ça qu'on voit sur les œuvres qui font qu'on a l'impression d'être face à un Hitchcock, plus la maladie. Mais en même temps, on assiste à la pénétration, d'ailleurs Johan en est la preuve vivante, la pénétration du cinéma, de la photographie, de la peinture, qui désormais s'entremêlent et sont pénétrés. Visconti, il regardait les tableaux toute la journée, et Kubrick, pareil. Alors, le bonheur des livres, c'est le plaisir de ses lecteurs, comme vous le savez. Et donc, chaque semaine, on demande à un lecteur d'expliquer son amour de la littérature ou des livres, et surtout de poser une question à l'un d'entre vous. En l'occurrence, c'est à Johan qu'il va poser sa question. Ce lecteur, c'est Brian. Et Brian, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Brian et donc moi je suis plutôt un lecteur de tout ce qui est roman historique, livres d'histoire ou politique, parce que même quand je lis la littérature, j'aime beaucoup avoir une trame politique ou historique dans les livres que je lis. Donc c'est vraiment beaucoup de littérature du style Alexis de Tocqueville, où on est vraiment sur des écritures politiques. Le livre que je souhaiterais recommander aux lecteurs, et qui correspond bien à mon profil, c'est Guerre et paix de Tolstoï, que j'ai lu récemment et qui correspond un peu à de la littérature avec une trame historique donc dans les guerres napoléoniennes en territoire russe. Bonjour Monsieur Sfar, vous parlez beaucoup d'extrême droite dans votre livre et très peu d'extrême gauche pro-palestinienne. Pourtant, vous avouez dans les dernières pages de votre livre que vous ne représentez pas dans votre bouquin l'étendue des attaques pro-palestiniennes qu'il y a eu contre les Juifs en France. Et même quand on regarde votre chronologie des actes antisémites que vous mettez à la fin de votre livre, qui ont eu lieu durant votre vie, on voit qu'il y a quasiment autant d'actes antisémites d'extrême gauche et d'extrême droite. Donc pourquoi en parler si peu? Et aussi, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu en décalage avec ce qu'on vit aujourd'hui, étant donné que même dans votre chronologie, on voit que les derniers attentats antisémites avaient plutôt une origine d'extrême gauche? Alors, Johan, vous êtes hémiplégique, vous avez le cerveau gauche qui est reformé. Je tiens tout de même à rappeler que la généalogie des actes anti-juifs de mon vivant dans le livre commence par l'assassinat des athlètes de Munich et n'oublie pas l'attentat des rues des Rosiers et de la rue Copernic. Simplement, mon livre parle de Nice dans les années 80. Il ne vous a pas échappé qu'on y croisait davantage de skinheads que de membres du FPLP. C'est tout. Après, je pense que la haine des Juifs est... mon sentiment, c'est que la haine des Juifs est le ciment du radicalisme religieux et politique d'où qu'ils viennent. Vous ne trouverez pas de radicalisme sans antisémitisme, parce que c'est un fantasme, parce que il y a une joie à être anti-juif, et je suis tout prêt à reconnaître que cette joie est répandue dans tout le spectre idéologique et religieux. Au XIXe siècle, à l'époque justement de Manet, et après, c'était une joie qui est quasiment publique. C'était sur de Dreyfus, la bataille était terrible. D'ailleurs, on voit les progrès qu'on a faits depuis, parce que désormais, c'est prohibé. Alors, avant de nous quitter, comme on ne peut pas inviter tous les auteurs, on peut tout de même parler d'un certain nombre de livres qu'on a lus et aimés. Et je vais vous demander de vous livrer à cet exercice. Mais attention, c'est satisfait ou remboursé. Hein. Il faut que ce que vous recommandez plaise vraiment à nos lecteurs. Donc, quel est le livre dont vous auriez envie qu'on le lise cette semaine? Alors, Anne. Si vous aimez Frédéric Dard et vous rêvez d'un Frédéric Dard américain dont les héros viennent du East Texas, jetez-vous sur Joe R. Lansdale, dont les deux héros sont des vigiles, des gardiens de nuit, qui ont des aventures foireuses, à l'issue desquelles ils se font beaucoup casser la figure. Et c'est une traversée dans l'Amérique contemporaine radicale et très drôle. Donc Joe R. Lansdale, jetez-vous sur les aventures de Hap and Leonard. Guillaume? Moi, le dernier livre que j'ai lu, c'était Mort à crédit de Céline, parce que je l'ai relu, je ne m'en souvenais pas. Et j'ai été subjugué parce que ça fait aussi partie de mon projet. Je pense qu'il y a quand même des artistes qui nous dominent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer dans un registre qui est tout le temps celui de tous pareils, tous le même talent. C'est pas vrai. Et quand Céline écrit au début de Mort à crédit,
je suis le chef de gare du diabolique. Vous dites, bon, celui-là, il a tous les défauts de la planète, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la planète, il va la mettre par terre. Et c'est ce qu'il a fait en 4 ou 5 livres. Alors, la rédaction, enfin l'équipe de Au Bonheur des Livres, puisque vous parlez de génie, évidemment, recommande la sortie en poche des œuvres de Sempé. C'est un génie, comme Daumier, enfin, il a eu l'art du je ne sais quoi et du presque rien qui montre nos faiblesses, mais toujours avec tendresse. C'est un pur génie. Je pourrais vous l'offrir, mais en fait, je vais le garder. Paul Nizon, à ne pas confondre avec Paul Nizan d'Aden Arabi, c'est un auteur suisse. Ouais. Ah, vous le connaissez, alors c'est à Johan que je vais l'offrir. C'est un auteur suisse qui est pour Happy Fuse, qui a fait de l'autofiction avant tout le monde, mais qui était par ailleurs conservateur de musée, un grand amateur d'art. Et là, c'est des articles de sa jeunesse sur l'art. Ça, c'est pour vous, Johan. Beaucoup. Catherine Millet, vous la connaissez bien. Oh là oui. Elle est la patronne. Quand je dis oh là oui, c'est positif. Elle est la patronne d'Art Presse. Ouais. Elle a joué un rôle très important. Ouais. Et elle raconte, c'est une série autobiographique. Je crois que c'est le 3e tome dans lequel, et c'est très drôle parce que elle raconte la vie des galeries dans les années 60, en même temps que sa vie sexuelle. Elle parle de mes parents d'ailleurs. Elle parle de vos parents. Ouais. Donc je ne vous l'offre pas, je le garde. Ouais. Et puis enfin, ça c'est un beau livre, Bonsky, c'est cet artiste dont on ne connaît pas exactement l'identité, mais que les détracteurs de l'art contemporain voient comme le symptôme, puisqu'il est notamment celui qui fabrique des œuvres autodestructrices. Donc les contempteurs de l'art contemporain considèrent que voilà, l'art contemporain est destiné à s'autodétruire. Merci à vous de nous avoir suivis, cette émission est terminée. Merci à Johan Sfar, merci à Guillaume Durand. L'un est un ami des artistes et l'autre un ami du genre humain, puisqu'il est un artiste. Merci à Brian, notre lecteur. Et vous pouvez nous revoir cette émission sur le site de Public Sénat ou sur vos plateformes préférées. Et vous pouvez aussi nous retrouver la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure, à moins que d'ici là, nous nous soyons croisés dans une librairie.